Bien, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, Frédéric Roussol. Donc j'ai rejoint Google il y a 2 ans. Alors Google, en fait, vous connaissez, j'en dirai quand même quelques mots au début de ma présentation. Moi, je fais partie de la division Google Entreprise. Donc juste pour faire une page de pub rapide, Google Entreprise, c'est la division qui professionnalise les outils que bon nombre d'entre vous connaissent pour le monde de l'entreprise. Donc l'ESSEC, par exemple, en tout cas si je prends l'exemple d'une grande école, utilise ces mêmes outils, ce qui m'a permis, pour rebondir sur les questions de monsieur sur la partie collaborative, de partager ma présentation plutôt que de l'envoyer par email, en pièce jointe, etc. Page de publicité terminée. Donc merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis ravi, d'autant que je suis passé par cette école il y a quelques années, donc ça me rajeunit. Par contre, donc, ma présentation va être un petit peu différente de celle que j'ai vue jusqu'à présent. Je vais apporter un témoignage, j'espère. Google a été cité à plusieurs reprises. Je vais plutôt l'aborder sur l'angle de l'innovation. C'est une matinée de l'innovation, donc je vais parler de Google au travers de l'innovation. Et peut-être dans un deuxième temps, voir un peu comment cette innovation peut être évaluée ou bénéficier, influencer notre image de marque. Donc je serai moins sur la partie comptable. Je pense que j'ai moins laissé un souvenir impérissable à mes professeurs de comptabilité et contrôle de gestion à l'époque. Voilà, donc pour cette petite introduction. Donc rapidement sur Google, et pour parler de l'innovation déjà d'emblée. Donc Google, j'imagine, vous nous connaissez tous au travers de la barre de recherche, qui est évidemment une innovation assez phénoménale pour arriver à capturer un maximum d'informations dans une requête qui prend moins d'un quart de seconde. Alors ça, c'est le plus connu, mais il y a toute une foultitude d'autres solutions innovantes. Et j'imagine que vous en connaissez quand même pas mal dans celles qui sont marquées sur le tableau. J'en citerai peut-être que 3 autres, ou en tout cas les 4 qui ont dépassé le milliard d'utilisateurs. Donc le premier, c'est google.com, le search. Le deuxième, c'est le client, par exemple, ici, Google Earth, pour toute la partie géospatiale. Donc il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur la planète qui ont téléchargé ce client. Troisième, c'est YouTube, qui a récemment dépassé cette frontière du milliard. Et le quatrième, je ne sais pas si vous avez une idée. Alors Gmail, non, c'est marqué, hein, c'est 600 millions. Non. Le dernier, c'est Android. Donc en fait, les chiffres sont pas complètement à jour. En fait, il y a plus d'1,5 million activations d'Android, donc mobile par jour. Et donc ça a dépassé le milliard. Donc c'est effectivement assez visible. Et pour Google, en fait, quand il y a des lancements de produits, effectivement, la cible, c'est ça. C'est d'atteindre ce milliard d'utilisateurs au travers, entre autres, de l'innovation. Alors, juste pour vous donner un témoignage et pour vous faire venir un petit peu dans notre petit monde, comment fonctionne Google, comment on travaille. Et encore une fois, je pense qu'on va rebondir sur pas mal de sujets qui ont été cités ce matin. Là, je vais vous partager et je vais essayer de vous donner des anecdotes concrètes à chaque fois sur comment Google fait pour être une machine à innover. Donc, il y a 8 principes, 8 ingrédients. Donc déjà, vous le voyez sur le 6e, en fait, chez Google, c'est une société très scientifique, très data, en fait. Donc c'est déjà un des principes. Et puis j'ai oublié de le dire en introduction, finalement, Google, en fait, c'est 45 000 employés, les chiffres changent tout le temps. C'est 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est une société qui a 15 ans d'âge. Mais par rapport à ces 45 000 employés, 50% des employés sont des ingénieurs en R&D. Donc par rapport à la partie ressources humaines dont faisait allusion monsieur Fustek, effectivement, chez nous, c'est un asset primordial, on y reviendra après. Quand vous allez, par exemple, sur le campus de Mountain View, le siège de Google, vous avez l'impression, enfin la première fois, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, on a l'impression de vous retrouver sur le campus du CEA, par exemple. C'est vraiment un campus R&D, les ingénieurs sont rois chez Google. Donc si on revient à notre petite liste, donc, premier point, le but pour innover, c'est de ne pas faire parfait du premier coup, de toute façon ça me semble impossible, mais c'est d'être assez itératif, assez agile. Deuxièmement, c'est de partager, et c'est peut-être aussi à travers votre question de collaboratif, partager tout ce qu'on peut. Troisièmement, c'est de recruter des talents. Quatrièmement, c'est d'avoir aucune limite, d'essayer de poursuivre des rêves. Alors ça paraît des fois un peu fou, mais n'empêche que c'est déjà dans le mode de pensée de nos 2 fondateurs. Le but, c'est pas de limite, c'est d'avoir des projets un peu fous, on y reviendra. 5, c'est que les idées viennent de un peu partout. 6, on l'a cité, la partie très data. 7, le fait qu'on ait des contraintes à la créativité, à l'innovation. Et 8, se focaliser sur les utilisateurs et pas la compétition. Donc ça, c'est un petit peu nos règles principales pour expliquer l'innovation. Et je vais vous donner quelques exemples concrets. Donc le premier, on revient, donc le but d'être agile dans notre innovation et d'être tout le temps en mode itératif. Là, vous avez un exemple sur la suite collaborative auquel monsieur faisait allusion. L'an dernier, il y a eu 200 nouveautés.
Juste pour être très concret, parce que c'est du bon sens, je trouve, comment est-ce que Google fait pour développer un produit? Donc, il y a des ingénieurs R&D. Et puis, ce qu'on fait rapidement, c'est qu'on ouvre en fait chaque nouveauté aux populations de Google. On s'appelle les Googlers, les employés de Google. Et donc, nous, on va être les premiers testeurs en avance de phase. On appelle ça dog-foodé. Ce n'est pas une très belle expression, vous connaissez peut-être l'expression américaine, eat your dog food. Donc, on va manger notre propre nourriture, en quelque sorte. Donc, en fait, il y a ce nouveau produit qui se développe. On le teste et on fait des cycles itératifs entre la R&D et les employés de Google qui veulent jouer le jeu. Et ça, ce matin avant d'arriver, je le voyais dans ma messagerie, en fait, des dog food emails. Donc sans arrêt, je vois en fait ces nouveautés par jour, j'en reçois 3, 4, 5. Donc ça me permet aussi de monitorer un peu le pulse de cette innovation. Et puis une fois que la fonctionnalité a mûri un peu plus, on va l'ouvrir vers 1% de la base installée de nos clients. Donc tout à l'heure, quelqu'un citait Gmail, ça fait 600 millions d'utilisateurs, ça fait quand même 6 millions de personnes qui peuvent dire moi je suis d'accord, je veux pouvoir itérer et dire j'aime pas par rapport à cette fonctionnalité. Donc ça nous permet de coller au plus proche des besoins ou insatisfactions de nos utilisateurs. Donc très très itératif au niveau de l'innovation. Deuxième point, le fait de tout partager. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait surpris chez Google en arrivant, c'est que la société peut paraître secrète forcément dès qu'il y a des brevets, de l'innovation qu'on essaie de préserver. Par contre, à l'intérieur, c'est ultra transparent comme je ne l'ai jamais vu. Je vais vous donner peut-être 2 exemples. Tous les vendredis soirs, on a ce qu'on appelle le TGIF, Thanks God It's Friday. Donc on a une espèce de réunion, on a un pot, on va dire. Et à chaque fois, il y a une thématique où nos 2 fondateurs sont soumis un petit peu à toutes les questions de l'entreprise. Donc là, c'est complètement transparent, on peut leur poser n'importe quelle question. Il y a des outils d'ailleurs qui sont utilisés pour prendre les questions, les noter, et puis prendre les questions les plus rudes en fait, pour leur soumettre. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, une transparence au niveau des résultats financiers. On a beaucoup parlé finance, comptabilité, etc. Après chaque résultat financier trimestriel, notre chairman, en fait, prend 1h30 et fait un résumé du board meeting. Donc il est dit en avant-première que forcément on peut se faire licencier si on en parle à l'extérieur. Ils veulent garder cette culture de la transparence, donc culture un peu start-up. Et donc, on a accès à, pendant 1h30, ça donne le vertige d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de sujets qui sont passés au crible, à une espèce de compte-rendu de ce qui s'est dit au board, avec une analyse financière assez forte. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Sur le partage, ça aussi, ça défraie souvent la chronique, c'est l'idée des bâtiments, en fait, bâtiments Google. On force les gens à collaborer. Ce n'est pas juste l'esprit paillette que vous percevez peut-être ici, en fait, d'avoir des bâtiments très colorés, avec des trucs un petit peu amusants, mais c'est surtout le fait d'avoir plein de zones informelles. Donc le but, et les outils collaboratifs est un exemple, mais le bâtiment en est un deuxième, c'est de forcer les gens à se rencontrer. Il y a des zones informelles, peut-être un exemple concret que je peux vous citer, parce que c'est assez drôle, je trouve, c'est l'exemple de micro-cuisine. On a des micro-cuisines assez sympathiques, avec des friandises, etc. Au bâtiment parisien, il y en a 2 par étage, et même une règle. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 25 mètres entre, en gros, la machine à café et l'ingénieur. Et en fait, ça marche, on le sait très bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans ces zones-là. Et donc, il y a des produits finalement qui sont développés parce que l'équipe R&D a discuté avec l'équipe d'ingénierie à droite. Ils se sont retrouvés là, et voilà. Donc, c'est pour forcer un peu les gens à collaborer et partager entre eux. Alors voilà, l'exemple collaboratif, ça je ne pouvais pas m'en priver. Alors là, l'animation est un petit peu absente, j'en suis désolé. C'était l'exemple de la coédition. Alors moi, j'ai découvert ça en arrivant chez Google. J'aurais voulu qu'on m'en parle avant 2 ans, parce que c'est tellement efficace. Là, vous ne le voyez pas malheureusement, mais l'idée est de pouvoir avoir des documents sur lesquels tout le monde partage. Cette présentation que je vous fais, ce n'est pas du PowerPoint, c'est une présentation qui a été partagée avec plein d'utilisateurs, et les utilisateurs ont enrichi, en fait. Donc tout ce qu'on fait, par essence, c'est partager. Il n'y a vraiment pas une culture individualiste, ça n'existe pas chez Google. On réussit tous ensemble, on échoue tous ensemble, enfin voilà, c'est ultra collaboratif, et les outils en sont encore une fois un bel exemple. Alors pour innover, si je résume, finalement, il y a 2 piliers principaux, on va dire. Il y a celui-ci, qui est de recruter des talents. On a la chance d'avoir des ingénieurs super brillants. Pour vous donner un élément concret, je crois que l'an dernier, Google a reçu 2,5 millions de CV pour 6 000 personnes recrutées. Donc on a la chance, et je pense que c'est aussi un révélateur aussi du pouvoir de la marque, Google évidemment, d'attirer beaucoup de monde.
Et donc voilà, donc il y a effectivement des gens assez talentueux côté R&D. Donc un premier pilier, la ressource humaine, des talents, et puis le deuxième pilier, c'est la collaboration. Voilà. Et tout ça, en fait, fait une espèce de cercle vertueux pour essayer de booster l'innovation. Quatrième point, le fait de ne pas avoir de limites et de pouvoir en fait aller vers ses propres rêves. Et donc je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même assez connu. Un exemple concret, c'est ces projets 20%. Ça, c'est quand même assez dingue, je trouve, particulièrement dans l'ingénierie, mais c'est vrai aussi côté commercial ou fonction support. Votre manager vous donne des objectifs, hein, comme dans toutes les sociétés, mais vous, en tant que contributeur individuel, vous pouvez dire je prends 20% de mon temps de travail, donc une journée dans la semaine, et j'en fais ce que j'en veux. C'est quand même assez surprenant. Mais quand vous voyez les résultats, quelqu'un citait Gmail tout à l'heure, Gmail, ça vient d'un projet 20%. C'est des ingénieurs qui ont discuté entre eux à l'époque et qui se sont dit j'ai des emails qui arrivent en ligne sur une page web, j'ai un super moteur de recherche à droite, je vais fusionner les deux pour que rapidement je puisse trouver mes emails en ligne. Gmail est issu d'un projet 20%. Street View, pour ceux qui utilisent Google Maps, c'est aussi issu d'un projet 20%. Donc voilà, juste deux exemples concrets qui sont des super succès. Donc demain, on ne va pas s'arrêter avec cette approche projet 20% qui peut surprendre, en fait. Donc il y a un vrai atout à laisser de la liberté aux collaborateurs pour les laisser innover. Cinquième idée, en fait, le fait que, mais c'est, je pense, assez bateau, en fait, de trouver des idées un petit peu de partout, hein, pas simplement de l'intérieur, des partenaires, de l'écosystème. Bon, là, l'anecdote, c'était les fameux doodles. Hein. Les doodles, c'est ce qui apparaît sur la page web de google.com, les petites icônes. Et donc là, typiquement, ils sont allés chercher, c'est chez les élèves de primaire, en fait, c'est eux qui ont fait parmi des doodles assez connus, en fait, pour justement travailler un petit peu sur l'image au sens littéral de Google. Quand on dit que les idées viennent de partout, alors c'est vrai que chez Google, c'est une société qui n'est pas tellement hiérarchisée finalement. Je ne voudrais pas que ça soit pris négativement, mais c'est un peu le chaos, ça vrombille un petit peu dans tous les sens. Et donc finalement, je trouve que le réseau social, c'est un moyen un petit peu de structurer, de canaliser un petit peu toute cette énergie créatrice. Donc là, j'ai pris l'exemple évidemment de Google+, qui a sa déclinaison dans le monde de l'entreprise. Voilà, mais nous, on en use, on en abuse. Ça devient très, très, très important pour nous. On crée nos cercles d'expertise et c'est vraiment un atout très, très fort pour supporter la créativité et l'innovation. Donc si on le disait, Google, c'est une société d'ingénieurs, c'est une société très data. Je vais vous donner peut-être une autre anecdote qui m'avait surpris, plus sur l'aspect peut-être organisationnel, management. Donc Google, il faut comprendre, quand ça s'est créé donc il y a 15 ans, en 98, ça s'est créé par les deux fondateurs, hein, Larry Page et Sergey Brin, qui sont deux universitaires à la base. Leurs parents étaient universitaires. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une entreprise. Donc ils créent leur boîte et puis ça prend l'essor qu'on connaît. Et donc rapidement, au bout d'un an ou deux, il y a des ingénieurs partout et il n'y a pas d'organisation. Et ils se sont demandé rapidement, mais est-ce qu'on a besoin de structurer ça? Est-ce qu'on a besoin de managers? Ils se sont posés cette question-là, en fait, ce qui peut paraître complètement dingue. Mais vu que la société grossissait, mais qu'ils ne savaient pas ce qu'était finalement le management, finalement, au sens classique de l'entreprise, les ingénieurs se sont déjà posé la question, parce que chez Google, on ne veut pas d'opinion, on veut des faits, on veut de la data. Ils se sont dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de managers après tout? Enfin, tout le monde le fait, mais est-ce qu'on en a besoin? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord pris une première étape pour essayer de définir ce qu'était un bon manager. Donc il y a eu des questionnaires, etc. Donc ils ont défini 8 dimensions pour définir ce qu'était un bon manager. Donc avec du scoring, etc. Et une fois qu'ils ont défini ce qu'était un bon manager, ils ont après regardé si des équipes qui étaient encadrées par ce profil de bon manager étaient effectivement plus successful que d'autres équipes qui n'étaient pas encadrées de ce genre de profil de personnes. Ils ont démontré que c'était effectivement positif, ils ont démontré que, youpi, on avait besoin quand même d'un petit peu de management et de structure, à 45 000 personnes quand même. Et donc voilà, mais c'était juste l'anecdote pour dire que tout doit être démontré. Et c'est vrai pour tout. Le processus du recrutement est extrêmement orienté données, tout doit être écrit, etc. Donc voilà, on cherche à avoir des données. Donc là, on va revenir sur plus l'aspect comptable. Septième point, la créativité aime les contraintes. Donc ça, je pense qu'on l'a peut-être tous vécu dans d'autres environnements. Le fait de se limiter, par exemple, en termes de budget, un peu pour essayer de reproduire l'environnement start-up. Donc on se crée des contraintes volontairement chez Google. Et ça m'amène peut-être à un point qui est peut-être très visible dans le mode d'organisation Google.
Là, vous le voyez peut-être classiquement, il y a plein d'entreprises qui sont organisées comme ça, un petit peu une pyramide à 3 étages. Premier étage, la fondation, donc c'est 70% de notre chiffre, on va dire. C'est le search, ça peut être YouTube, ça peut être Google Entreprise, donc des produits, on va dire, matures, le cœur du business. Après, on a 20% qui est un petit peu tout ce qui est un petit peu hype. Donc, je sais pas, on pourra mettre la mobilité dedans, le réseau social, enfin plein de sujets de ce style. Et puis, vous avez les 10% qui sont ce qu'on appelle les Google X. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Google X. En fait, là pour le coup, c'est un peu orthogonal à tout ce que je viens de dire avant. C'est l'entité Google qui est secrète. Donc c'est de là dont vont émerger un peu les projets les plus fous. Donc chez Google, et il y a toute une thématique autour de ça, on parle alors en anglais c'est le moonshot thinking, c'est le fait de vraiment voir très loin. Larry Page parle aussi du 10x, de 10 fois. L'exemple concret qu'il donne, c'est si vous prenez une voiture, par exemple, une voiture qui fait du 10 litres au 100, si vous voulez innover pour optimiser et faire du 9 litres au 100, ben vous allez donner des coups de tournevis, vous allez optimiser la consommation, vous allez pouvoir y arriver. Si maintenant on vous donne comme objectif de dire, bah non, il faut que ça fasse du 5 litres au 1000, là vous pensez plus à une voiture. Enfin, il faut changer complètement la manière de réfléchir, enfin, tout est différent. Et donc Google X, cette division qui est ultra secrète à l'intérieur de Google, est faite pour ça, pour se donner ce genre de projet en fait, qui doit changer la vie des gens. Et donc voilà, donc là, on en a cité deux, deux qui défraient pas mal la chronique, les Google Glass, il y a tous les jours il y a des articles sur ce genre de device, les voitures qui se conduisent toutes seules. Et pareil, à l'origine, la voiture qui se conduit toute seule, je crois, ça vient de Sergey Brin, d'ailleurs, qui est en photo à gauche. Si vous connaissez le trafic en Californie entre San Francisco et puis toute la Silicon Valley, je crois que c'est la 101, elle est ultra embouteillée. Et donc à la base, ils se demandaient comment faire pour optimiser ce trafic. Donc ils voient qu'il y a effectivement plein d'espace qui n'est pas utilisé parce que c'est des conducteurs humains, que c'est des modes de conduite un peu erratiques. Donc l'idée est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut peut-être optimiser ça pour optimiser le trajet, avoir des voitures qui peuvent peut-être à terme se conduire toutes seules. Donc voilà, ce genre d'idée un peu complètement farfelue qui, après, crée de l'innovation. Et le but, c'est vraiment d'aller très loin et d'essayer de transformer la vie de nous tous. Donc ça, c'est les deux exemples classiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un des derniers, en fait, le projet Loon. Non. Projet Loon comme Balloon, en fait. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était présent, par exemple, sur 1 milliard d'utilisateurs au travers du client Géo, etc. Mais c'est 1 milliard d'utilisateurs parmi 2,5 milliards de la population qui est connectée, qui a accès à Internet. Voilà. Et donc, typiquement, là, l'idée, c'est d'essayer d'augmenter un petit peu le nombre de personnes sur la planète qui peut être connectées. Donc, il y a plein de zones, évidemment, où en fait, la population n'a pas accès à Internet. Et donc, l'idée est de mettre des ballons dirigeables qui vont flotter, je crois, entre 20 et 30 km d'altitude. Et puis, ces ballons vont créer un réseau, en fait, qui vont reproduire une connexion Wi-Fi. Donc, c'est pour apporter, en fait, ces connexions web dans des zones, justement, où on n'a pas la connexion. Donc, ça, c'est, voilà. Et puis après, voilà, des pays qui ont accès à Internet, à la connaissance, etc., etc. Donc voilà un des projets récents. Et puis bon, le dernier qui est à mon avis assez classique aussi, on se focalise sur les utilisateurs. J'espère vous avoir un petit peu convaincu sur cette approche avec le côté ultra itératif de développement produit. On colle et le modèle Internet évidemment le permet. On essaye de rebondir sur les besoins des utilisateurs finaux pour coller au mieux à ce qu'ils attendent et s'améliorer quand on se trompe et qu'on échoue. Donc voilà, voilà un petit peu rapidement comment Google conçoit l'innovation et un petit peu nos secrets, nos ingrédients, en fait, notre recette de cuisine. Alors, après, j'ai essayé de voir un petit peu quel était l'impact par rapport à des biens immatériels. Et donc, j'ai pris, moi, celui qui me sautait le plus aux yeux, qui était la marque. Donc là, j'ai pris, alors sans parti pris, en fait, j'ai pris Interbrand, par exemple, qui a fait un classement de marques. Et alors, bon, pareil, ça défraie pas mal sur les médias, mais donc on voit Apple en numéro 1, Google en numéro 2. Je crois que sur les 20 premières, il y a à peu près la moitié qui sont des sociétés high-tech. Donc effectivement, j'ai essayé de voir un petit peu comment l'innovation pouvait évidemment contribuer à augmenter ce pouvoir de la marque. Et c'est exactement ce qui est dit par exemple pour Apple, c'est que de temps en temps, on a des sociétés qui changent nos vies, pas juste par nos produits, mais par le génie de certains créateurs. Et donc là, c'est l'exemple de Coca-Cola et qui exprime un peu pourquoi Coca-Cola est numéro 1. Mais je pense qu'il y a des éléments aussi qu'on pourrait retrouver dans Google. Donc si on regarde un peu comment ils ont fait pour évaluer un petit peu le poids de la marque,
Mais en fait, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en serais bien incapable, mais j'ai trouvé intéressant de voir comment ils s'y sont pris en fait, pour valoriser en fait, et pour arriver à ce classement de marque. Alors il y a un premier levier qui est le levier financier. Alors vous y avez fait un peu allusion tout à l'heure. Moi j'ai pris bêtement en fait la partie market cap, donc vous aviez aussi un peu des chiffres un peu similaires. Et puis là forcément, sans surprise, on voit qu'il y a des relations entre le classement de la marque et puis la valorisation. On trouve Apple toujours bien valorisé au niveau du marché, Google pareil, donc ça c'est un des derniers listings de Price. Donc là, pareil, hein, je rebondis sur ce que vous disiez, hein, la valorisation marché est largement supérieure à ce qu'on voyait au niveau comptable. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser en vous écoutant à une anecdote, vraiment pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, de notre CFO, notre DAF Group, en fait, quand il est passé à Paris il y a quelques semaines. Il le disait en fait lui-même, quand il est face à des investisseurs, à des partenaires financiers, bien sûr dans le meeting, il y a toute une série de débats autour de chiffres, de ratios financiers, évidemment. Mais rapidement, et il l'avouait lui aussi, en fait, dans la discussion tourne vraiment rapidement sur la vision Google, sur toutes ces nouvelles productions en fait en devenir, sur éventuellement les Google Cars, etc. Donc comme un petit peu un aveu, ce que vous disiez à plusieurs reprises, que voilà, il y a toute cet immatériel, cette valeur, cette marque, etc., qui ne sont pas capturés dans les ratios financiers. Et c'est là-dessus que les partenaires financiers aussi attendent Google et veulent, alors toujours en savoir plus évidemment, mais donc même notre directeur financier en fait le citait comme exemple. Donc on est effectivement exactement dans ce que vous disiez tout à l'heure. Donc après, Interbrand, pour essayer d'évaluer la marque, donc il y a tout un ratio en fait qu'ils ont propre. Donc ça c'est le recette interne, donc ils appellent le Role of Brand Index. Donc là vous pourrez aller sur leur site web, c'est intéressant de voir comment ils essayent d'évaluer pour deux produits A et B qui ont a priori le même feature set, le même prix. Pourquoi les gens vont préférer le produit A juste parce qu'il y a de la marque qui est vue comme plus positive. Donc ça c'est la différenciation littérale au niveau de la marque. Et puis après il y a un autre angle qui est la marque d'un point de vue loyauté. Quelle fidélité en fait ça va déclencher au niveau des utilisateurs. Et cette loyauté, elle va être vue à travers de la marque, mais la marque au niveau de l'interne, donc les employés, les managers de la société, et puis l'effet de loyauté que ça produit sur les utilisateurs externes. Et donc là, typiquement, il y a encore une confirmation de ce qu'on a vu dans la manière dont nous fonctionnons chez Google, ce côté ultra responsif, ultra itératif. Et là, ils le disent littéralement, effectivement, le fait qu'on colle fortement au marché dans l'évolution de nos produits, très, très agile, participe au sentiment positif qu'ont certains utilisateurs, du moins je l'espère, par rapport aux solutions Google. Donc ça, c'est effectivement l'innovation, la manière dont on travaille, a un impact évident et direct sur l'image de marque. Et donc, c'est un des exemples de biens immatériels. Donc après, juste pour finir avec d'autres anecdotes sur l'image de marque, alors forcément, si vous parlez à des geeks, donc là, j'ai pris l'exemple de Google I.O. Google I.O., c'est une grande messe ultra technique qui a lieu une fois par an aux États-Unis. Et donc là, avant que ça n'ouvre, vous avez des files d'attente de geeks, dont certains peuvent même se déguiser en Android. Alors j'ai pris les photos les plus soft, donc ceux-là, forcément l'image de marque Google va être très très forte. Mais après, je reviens à des gens, vous, moi, etc. J'emmène par exemple beaucoup de clients aux États-Unis au siège pour leur faire rencontrer un petit peu nos départements R&D, etc. Et forcément, dans la visite, il y a un truc qui est super important pour eux, c'est d'aller voir la boutique Google. Donc la marque Google est vraiment très importante et donc ils s'amusent à acheter tous ces éléments, toutes ces babioles. Donc la marque Google est quand même très très forte apparemment pour eux. Un autre exemple, et on ne s'était pas concerté, mais je vais continuer de filer la métaphore. Alors vous aviez pris entre Google et GM. Et a priori, j'aurais même pu prendre GM, mais en tout cas, Computer World a fait une enquête, un sondage il y a un mois à peu près, autour de ces voitures qui se conduisent toutes seules. Et la question était, préféreriez-vous acheter une voiture automatique, enfin self-driving car, chez Google ou chez Ford, qui est quand même un constructeur automobile. Et la réponse était largement en faveur de Google, ce qui est quand même dingue. Google n'est pas du tout fabricant de voitures, et bon là pour le coup en plus on l'est pas, on s'associe à Lexus etc. Mais donc la marque est tellement forte qu'a priori ça privilégie le choix en fait vers Google versus des fabricants traditionnels automobiles. Enfin je trouve ça complètement dingue. Donc c'est voilà, on va dire la traduction côté marque de la différence comptable
que vous citiez en introduction. Et puis pour conclure, et je serai pile dans le timing je crois, donc là c'était un extrait de Forbes, un article récent justement qui essaie d'expliquer comment cette marque et ces immatériels en fait se traduisent et font que Google est si positivement perçu à ce niveau-là. Donc eux, pour eux, il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement de l'imagerie mentale. Donc là, c'est l'exemple des doodles. Alors là, j'en ai pris un qui est assez facile. Hein. C'était pour l'anniversaire de la naissance de Piaf où on devine Google, mais il y a des doodles où on voit même plus le mot Google, mais on le devine parce qu'on est habitué on est habitué aux couleurs, on est habitué à la forme. Donc voilà, on crée cette imagerie déjà. Le design, alors ça c'est sans fin, mais en ce moment quand on sort des produits, on essaye de... Alors je ne sais plus quel est le terme, en tout cas il y a le mot beautiful en fait, qui ressort systématiquement dans nos développements produits, donc il faut qu'il soit beau et cohérent, consistant, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très fort chez nous au niveau de l'expérience utilisateur. On essaye justement donc, de créer cette expérience positive, hein, donc toujours pareil, on colle aux besoins, très itératif. On a beaucoup de presse tous les jours, alors positive, négative, donc ça je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas on cherche à avoir cette presse. Et puis il y a aussi, on va jouer évidemment de nos leviers dans le numérique, on va jouer du multimédia. Alors il y a 3 mois, j'aurais été presque tenté d'utiliser comme exemple le fameux film Les Stagiaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Je ne commenterai pas parce que je vois en plus que je suis filmé, mais je préfère pas dire ce que j'en ai pensé. Alors je rebondirai plus sur l'actualité du moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais mardi, il y a eu l'inauguration du Centre culturel européen chez Google Paris. Donc là, l'idée, voilà, c'est de numériser en fait des actifs culturels. Donc vous avez ce standard gigapixel qui est fabuleux, où vous avez des tableaux de maîtres qui sont numérisés. Je crois qu'ils prennent une journée pour prendre le tableau, pour avoir une finesse de grain incroyable, une définition hallucinante. Et donc quand vous arrivez chez nous, vous avez un écran gigantesque qui est plus grand que tout le mur de la salle, et vous pouvez zoomer et voir des détails que même les directeurs de musée n'avaient pas vus. Donc voilà, donc ça c'est un bel exemple d'usage du multimédia. Alors on utilise aussi certains groupes influents, donc ça c'est un défi de mode où ils défilaient avec des lunettes, et puis le fait d'être global. Là une anecdote, c'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est localisé dans toutes les langues, parce que la langue c'est très mathématique à la base, et ça Google aime bien. Donc voilà, donc on est forcément global dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. J'ai fini dans le timing.